Quand les médecins ouvrirent la poitrine, ils découvrirent que l'abdomen, le larynx, la trachée, les 2 poumons et le cœur avaient été enlevés ensemble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme, joyeuse Pâques à tous. Et pour cette fête, 2 chroniques bien particulières, 2 chroniques de circonstances, dirons-nous dans un euphémisme plutôt maîtrisé. Une chronique aujourd'hui, la 71A d'abord, puis une chronique lundi matin, sur le même thème, la 71B, en espérant que la A n'ait pas sauté d'ici là. 71A d'abord, histoire d'un meurtre rituel, avril 1890 d'Henri Desportes, tué par les... Tiens donc, tué par qui ? Eh bien, la chronique sera parsemée de périphrases comme autant de petits cailloux pour que vous retrouviez votre chemin vers la maisonnette du mal. Ne les nommons pas, ces innommables, pour que cette chronique connaisse une petite vie. Alors, la genèse de ce livre, c'est une correspondance entre une famille chrétienne de Damas, plutôt aisée, qui eut l'horrible douleur de perdre un enfant de 6 ans dans des circonstances absolument innommables, justement. Tiens donc. La famille Abdelnour donnera tous les détails de cette histoire à messieurs Desportes et Drummond, de son prénom Édouard, qui en écriront une sorte de nouvelle qui se lit presque comme un polar, sauf que l'ignominie prend le pas, bien évidemment, sur le récit. Allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. D'abord la préface, une préface d'Édouard Drummond, qui nous éclaire sur cette France déjà soumise à la puissance pharisienne depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Ceux qui connaissent la littérature, l'œuvre de Monsieur Drummond, le savent déjà, mais surtout, il répond indirectement à une question que je me suis moi-même posée. Pourquoi les meurtres rituels pharisiens ne sont-ils pas plus médiatisés, plus sourcés? Pourquoi n'y en a-t-il pas plus d'essais? Si ces horreurs étaient réelles, pourquoi ne pas en faire un puissant argument d'attaque contre les cols roulés? Justement, cela toucherait les cœurs, les familles, les mères. Monsieur Drummond nous livre l'explication. Le changement de milieu a guéri la névrose. En effet, l'épicentre de la domination pharisienne s'est déplacé d'Europe de l'Est vers les États-Unis où ces crimes ont, je ne dirais pas disparu, pensons ici à Léo Frank, mais ont été drastiquement réduits. Drastiquement parce que, durant des siècles, la Roumanie, la Pologne, la Galicie, l'Orient de manière générale, et presque chaque jour d'ailleurs, subissaient cette monomanie abominable. C'est le tabou ultime pour eux, celui auquel il est interdit de toucher. Certes, ils peuvent reconnaître et deviser de leur mainmise sur la finance internationale, sur leur spéculation même, mais le meurtre rituel, non, c'est un mystère sacré. Pourquoi ? Eh bien certainement parce que ces rites touchent certainement un peu plus à la physiologie qu'à l'histoire religieuse. Donc ils touchent plus à l'être plutôt qu'au faire. En clair, pour clore ces propos liminaires, les mammonistes sont accusés de commettre dans les tunnels de leur synagogue des crimes atroces, et ce depuis des siècles. Ces horreurs se dérouleraient principalement durant la Pâque rabbinique, comprendre Pourim, où le sang d'un enfant chrétien serait nécessaire, un sang qui devrait être extrait des veines du martyr, recueilli donc et mêlé précieusement aux azimes dont se nourrissent les pharisiens durant la dite période. Alors, passons au crime. Tout commença le lundi 21 avril 1890 à Damas. Dans le bazar de la ville, les cris se firent entendre. « L'enfant est retrouvé ! L'enfant est retrouvé !» Nous nous trouvons au nord-est de la ville, dans le quartier chrétien, à ses confins, séparé du quartier de qui vous savez, par une large rue nommée Es Sultani. L'enfant retrouvé, c'est un petit garçon de 6 ans, disparu depuis 15 jours, et qui fut retiré d'un puits, un puits abandonné depuis près de 15 ans. La mort était récente. Aucune décomposition à signaler. Voilà la première énigme. Nul ne le vit pendant 2 longues semaines, pourtant ce petit vient à peine de trouver la mort. Deuxième énigme. La pierre qui surmontait le puits inutilisé, une pierre qui nécessite au moins 6 gaillards pour la déplacer.
Or, elle était encore présente 2 jours auparavant. Troisième énigme. Le vélocipède qui se trouvait appuyé contre le puits et que l'enfant aurait voulu chevaucher, ce qui aurait précipité sa chute dans ce trou de la mort. Or, encore une fois, ce vélocipède n'était pas présent 2 jours auparavant. Quatrième énigme. Les incohérences quant aux habits du petit garçon. Chaussures inversées, caleçons à l'envers, ceinture changée, pas de col ni de manchette. Ils avaient disparu. L'enfant avait à coup sûr été déshabillé. Ce petit enfant, justement, se nomme Henri Abdelnour. C'est le fils de Gémilé, elle-même la dernière fille d'un patriarche très respecté dans le quartier chrétien de Damas, Joseph Abdelnour. Ce père de famille avait une vraie colonne vertébrale, un habile architecte qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pense, à blâmer l'attitude de certains chrétiens, toujours très complaisants avec la communauté, celle qui règne en maîtresse à Damas. Le petit Henri, donc, avait disparu le lundi de Pâques. Après la messe du matin, il désira aller se promener. Sa mère refusa. Elle l'envoya calmer sa rancœur sur le banc devant la maison. Seulement, le garnement s'échappa. D'abord chez un voisin, puis chez un autre, puis enfin chez une tribaliste, prénommée Régina. De là, sa trace fut perdue. Régina était une amie de la famille Abdelnour, sensiblement du même âge que la mère d'Henri. Quand elle était petite, la famille l'avait aidée en la faisant entrer dans l'atelier de couture pour jeunes filles pauvres que les Abdelnour avaient créé. Adulte, Régina entreprit la profession plus lucrative de chanteuse. Henri arrivait chez Régina à tout instant du jour, cela pouvait arriver. Un jour, un mercier talmudiste, parent de Régina, conseilla à Gémilé, la mère, souvenez-vous, de ne pas trop s'attacher à Henri. Il eut ces paroles ambiguës. Sa gentillesse, ses saillies, affirmait-il, sont de mauvais augure. Elles présagent qu'il ne vivra pas longtemps, ce petit garçon. Et oui, ne pas s'attacher, c'est ne pas chercher à venger la mort. Continuons. Les recherches commencèrent, et Rose, la grand-mère, sentit que le petit se trouvait chez Régina. Arrivée devant la maison, elle tomba sur le père de Régina, l'air obséquieux, qui l'empêcha d'entrer en prétextant que tout le monde était triste, était dévasté de cette nouvelle. Régina, elle, se trouvait dans une fête dans le quartier musulman. Elle n'était pas là. Mais elle réapparut. Elle réapparut plus tard tout en larmes, durant la soirée, à la maison, directement des Abdelnour. Sa première question fut pour les crieurs. Avait-il recueilli quelconque information ? Oui, ah oui, super, bonne nouvelle. Une musulmane à une fenêtre a affirmé avoir vu Henri dans le quartier musulman. Oh, très bien. Elle décrivit d'ailleurs avec précision ses habits. Ouf! Le garçonnet égaré sera recueilli et redonné à ses parents le lendemain, c'est certain. Sauf que d'autres soupçons naquirent. Quand Régina quitta le domicile des Abdelnour, la coutume voulut qu'un domestique l'accompagnât jusque chez elle où, par habitude, elle prenait un café avec lui en guise de remerciement. Cette fois, arrivée sur le pas de la porte, Régina s'écria « Oh, mon médaillon! Mon médaillon en diamant! Je l'ai perdu! Où est-il? Cherchons-le, cherchons-le » Stratagème grossier pour empêcher quiconque de pénétrer dans la maison de Régina. Le lendemain, les soupçons grossirent. Régina balbutia lorsque Gémilé s'enquit du médaillon, et la dame musulmane témoin avait purement et simplement disparu, paraît-il. Les marchands du temple avaient gagné un temps particulièrement précieux. Reprenons le cours du drame. Tout ce que Damas possédait de magistrats et d'administrateurs débarquait sur les lieux du crime, avec parmi l'état-major 2 cols roulés influents de la ville, Haroun Fessetek et Jacob Hadès. À quel titre étaient-ils là? Dans quel but? La mère demanda l'autopsie qui commença le lendemain, minutieusement réalisée par 20 médecins. Aucun appel à la haine des talmudistes ne fut prononcé à cet instant, contrairement aux fantaisies écrites dans leurs journaux. Selon l'autopsie, une dépression apparaît sur le côté gauche de la tête de l'enfant. Les tissus y étaient lâches. Autre dépression sur la lèvre, côté gauche. La langue était sortie entre les lèvres. Sur le bas du corps, des taches, encore,
Des plaies, encore. À 1 centimètre de l'apophyse du cubitus, une ouverture. Certainement formée par un instrument piquant et une section nette. Dans cette région, la peau a sans aucun doute été disséquée pour laisser voir la veine. D'ailleurs, on vit des bulles d'air à l'intérieur de cette dernière. Continuons l'horreur. La boîte crânienne fut sciée. Des membranes cérébrales étaient visibles. Des sinus cérébraux étaient quant à eux vides, le cerveau étant lui totalement ramolli par une putréfaction avancée. Quand les médecins ouvrirent la poitrine, ils découvrirent que l'abdomen, le larynx, la trachée, les 2 poumons et le cœur avaient été enlevés ensemble. N'entrons pas dans le reste des détails. En conclusion, le garçonnet n'est jamais mort par submersion, tel que cela avait été annoncé. La réalité est qu'il se vida de son sang. La plaie du poignet demeurait la preuve ultime. L'enfant fut donc saigné. Saigné de manière tellement évidente que toute corruption fut impossible, malgré certaines tentatives de départ. Les médecins ne pouvaient pas être corrompus, ils ne pouvaient pas mentir sur une telle évidence. Alors on les écarta. On se passa de ces médecins qui durent prendre congé selon les volontés de Tayyar Pacha, le représentant de l'autorité militaire turque. Le lendemain, une autre autopsie eut lieu et conclut à un résultat tout autre. L'enfant était mort par submersion. Un des médecins, Marco Sinani, un kabbaliste de culte, fit des incisions dans le bras et dans tous les sens de manière à dénaturer la blessure preuve. Pour lui, c'était une morsure de souris qui a certainement fait provision de tout le sang écoulé, de tout le sang qui avait été vidé. L'inhumation du petit martyr s'opéra clandestinement avec un prêtre réquisitionné au petit jour et dans le dos même de la famille, imaginez. Seulement, les faits sont têtus. Le propriétaire du puits et son fils remarquèrent la nuit précédente la découverte du corps, une chose étrange. Régina, sa mère et 5 autres nez pointus frappèrent à la porte d'une remise, traînant avec eux une sorte de gros sac. Pendant que Régina occupait un cocher avec une discussion stérile, le fils entendit le bruit d'une chute dans l'eau. Le sac avait disparu, ainsi que son porteur. Le cocher le remarqua et questionna à propos de ce sac. Régina rétorqua que les victuailles qu'il contenait étaient trop pesantes, qu'il fallait les retourner. Puis, un peu plus tard, subrepticement, un vélocipède fut appuyé contre la berge. Enfin, le cocher reviendra sur ses déclarations un petit peu plus tard. En fait, il n'avait rien vu. Quant à la musulmane qui avait orienté les soupçons, souvenez-vous, elle aussi avait disparu. C'était en réalité une femme qui cuisinait chez un riche col roulé pour Shabbat et qui fut payée pour parler aux crieurs. Vous l'avez compris, dans cette ville de Damas, même si les musulmans qui représentent les 4/5 de la ville haïssent les intouchables, ils en sont bien souvent les serviles larbins. C'était le cas du gouverneur Mustapha Hassim Pacha. Devant l'insistance de Madame Abdelnour, les injures, le sarcasme fusaient. On la traitait de folle, on la menaçait de prison. Le cynisme du gouverneur était sans limite. Il était inhumain, trop froid pour être vrai. Les officiers de l'entourage du gouverneur agissaient comme leur maître d'ailleurs. Ils se moquaient de Madame Abdelnour, la dissuadaient de poursuivre un tel procès. Car les usuriers de ce monde avaient mis la main à la poche pour étouffer cette affaire. Nous parlons ici de 10 000 livres turcs. Il paraît que, dans la communauté, existe une caisse spéciale totalement dédiée aux meurtres rituels, pour les organiser ou pour les éventuelles conséquences néfastes. La famille Abdelnour devait mener sa propre enquête, car la police ne ferait pas son travail. Ils l'avaient compris. D'ailleurs, c'est ce qu'ils firent avant la découverte du corps. Ils avaient déjà commencé. Leur enquête progressa, et plusieurs indices les menaient dans la maison d'un membre du peuple déicide, un certain Quatran. Elle demanda à ce que l'on fouillât la demeure, la ruelle, en vain. Elle sentait son enfant proche, séparé de quelques murs. Elle vécut l'enfer. Ensuite, encore une fois, le gouverneur la dissuada d'appeler à la vengeance contre les kikis. Sinon, elle connaîtrait l'exil, la prison ou l'hôpital pour les fous. Et ce n'était pas encore assez. Les circoncis, dans leur paranoïa légendaire, n'en avaient jamais assez. Ainsi, une journée ou
Madame Abdelnour avait un rendez-vous avec le gouverneur, une parmi tant d'autres, où elle insistait encore et encore. Eh bien, comme par hasard, un enfant circoncis entra chez elle à ce moment-là et se mit à frapper sa tête contre tous les murs devant les deux servantes stupéfaites. Très vite, la mère du gredin vint accompagnée de 2 policiers et sortit l'enfant de la maison. La ruse avait pris. Les rabbins firent circuler l'information selon laquelle la famille Abdelnour désirait séquestrer un garçon circoncis pour assouvir leur soif de vengeance. Dorénavant, les circoncis n'étaient plus en sécurité. Leur gouverneur leur envoya donc 300 soldats, mis à leur disposition de tous ces notables. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, disait Voltaire. Le comportement de la communauté organisée dans son entièreté respirait la culpabilité à plein nez. À Beyrouth, les chrétiens avaient l'habitude d'enfermer leurs enfants durant la période pascale, ou tout au moins de leur recommander de se tenir sur leur garde, de ne pas errer du côté du quartier des tribalistes. À Damas, l'auteur égrène les exemples et noms des personnes qui y ont échappé. Toujours le même mode opératoire, un piège tendu dans le quartier des tribalistes. Henri Desportes pointe du doigt la responsabilité de nos élites corrompues qui devraient, en toute connaissance de cause, reléguer les talmudistes dans un quartier à part, comme au Moyen-Âge. Seulement nos politiciens ont peur. Peur de la réaction du peuple découvrant ces monstruosités. À Damas, 12 gendarmes veillèrent jour et nuit pendant 40 jours sur la tombe de l'enfant. Un jour pourtant, 2 habitants de la ville parvinrent à ouvrir le tombeau d'Henri et constatèrent que la main avait disparu. Elle s'était volatilisée. La France aurait dû mettre son nez dans cette affaire. Son influence y était considérable à l'époque. Elle inspirait le respect, la justice, la lutte des opprimés. Tous les Européens étaient affublés du sobriquet de Franz Saoui à l'époque. Hélas, la presse française garda le silence. Fonctionnaires ottomans et journalistes français, même combat, même bakchiche. Drummond rappelle que quelques journaux catholiques menèrent malgré tout une vraie enquête poussée, comme le journal L'Univers. C'était d'ailleurs pour cette raison que la famille Abdelnour fit appel aux Français Drummond et Desportes pour provoquer l'intervention d'une France saine, honnête. Seulement ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis 1840, cette France s'était enlisée dans le talmudisme de plus en plus profondément. Vous le savez, la famille enquêta par elle-même. Finalement, elle trouva les noms des assassins. Nombreux. Dedans, nous retrouvons plusieurs 4 ans. Le Haroun Fessetek, souvenez-vous. Isaac Aboulafia, le grand rabbin de Damas, imaginez. Nassim Berès, rabbin lui aussi et grand-père de Regina. Le Marco Sinani, le fameux médecin. Moïse Cohen, professeur à l'Alliance israélite. Regina, son père, sa mère, entre autres. Le meurtre se déroula dans la maison 4 ans. Dans le quartier des Mammonistes, rue El Talaj. Allons au-delà du livre rapidement, posons-nous la question de savoir si de telles pratiques subsistent de nos jours. Je pense que le problème a été déplacé. Aujourd'hui, il est impossible de nier le trafic d'organes. Trafic d'organes d'ailleurs qui est à relier avec le trafic d'êtres humains. Quelle est la plaque tournante mondiale de ces 2 commerces à l'heure actuelle? C'est l'Ukraine. C'est en Ukraine que le trafic d'organes connut un essor considérable en 2008-2009 partout, étaient placardées des petites affiches de garçons et de filles enlevés. Rappelons que ce pays, l'Ukraine, est redevenu la chasse gardée des Breslev, cette secte Loubavitch, qui domine toute la région d'Ouman, là où ils se rendent pour leur pèlerinage. Du côté du Maroc aussi, les enfants des rues seraient victimes d'enlèvements, d'actes sataniques, comme à Adjelmous, entre 1999 et 2003. Les corps furent retrouvés dans des forêts avoisinantes, mutilés. Seulement beaucoup ne sont pas retrouvés, et généralement là-bas les citoyens sont unanimes. Ce sont les pharisiens qui tiennent le trafic d'organes depuis le Maroc. En 2009, Interpol au Maroc confirma que le réseau du rabbin Lévi Isaac Rosenbaum s'approvisionnait en organes humains à partir de l'Algérie via le Maroc. Les jeunes Algériens kidnappés étaient dirigés clandestinement dans les cliniques marocaines, situées à Oujda, ou proche de là, où leurs organes étaient prélevés. Ce que d'ailleurs confirma ce même rabbin au FBI, ce bon vieux rabbin qui ne prit que 2 ans et demi de prison. Parce que les réseaux de Rosenbaum débutèrent au New Jersey, dans l'antre des
Chabad Lubavitch. Un réseau complexe qui demandait l'implication de plusieurs hôpitaux aux États-Unis avant d'envoyer le donneur en Israël pour y offrir son rein, là où le QG se trouvait, avec un certain Ilan Perry. Continuons le survol de l'horreur. Aujourd'hui, et que dire des deux guerres voulues et menées par les gentils et voulues par les réseaux israéliens, celle de Syrie et celle de Libye. Alors en Syrie d'abord, s'est organisé un trafic d'organes s'inspirant du Kosovo, époque Kouchner, rappelez-vous, où l'on dépeçait les Serbes, et oui, on leur enlevait le cœur et les entrailles de leurs vivants. Il paraît que cela permet une transplantation plus facile, apparemment. Cette fois, en Syrie, ce sont les djihadistes sunnites qui font le travail, ceux qui furent soutenus par Fabius en son temps. Rappelez-vous, Fabius, Kouchner. Bref, ils récupèrent les dépouilles pour les vendre en pièces détachées. Tout cela se réalise à la frontière turco-syrienne, là où trois mafias se côtoient et se nourrissent l'une l'autre. La mafia islamiste, la mafia turque et la mafia pharisienne. En Libye, de nombreux enlèvements d'enfants furent signalés à Misrata. Ailleurs, citons vraiment quelqu'un de très important, c'est Gedaliah Tauber, un Israélien de 77 ans, arrêté en 2013 pour trafic d'organes humains entre le Brésil et son pays Israël. Alors pourquoi le citer, me direz-vous ? Déjà c'est horrible, mais pas que ça. Parce que surtout Tauber fut, tenez-vous bien, le chef de la police de Tel Aviv et accessoirement un survivant de l'Holocauste. Surtout, il a expliqué au tribunal qu'Israël finançait ces opérations macabres. Bref, Israël, en lien avec Daesh, a déjà grandement participé à ce commerce juteux. Leur mafia s'occupe de la distribution à grande échelle. En clair, Israël est la première destination mondiale du tourisme pour la greffe d'organes et donc du trafic qui le nourrit à la base. À côté de cela, existe un autre trafic, celui des cadavres des bébés morts-nés ou des fœtus d'avortement. C'est l'agence du planning familial américain qui organise cette vente. On parle ici d'environ 75 à 80 $ par cadavre lors de la revente. Quel pays achète cela, selon vous ? Terminons en nous montrant encore plus actuel. En 2009, petit retour en arrière, un journal suédois, Aftonbladet, a publié un article intitulé « Nos enfants sont dépouillés de leurs organes », dans lequel le journaliste accuse ni plus ni moins Tsahal de couvrir un trafic d'organes prélevés sur les Palestiniens. Scandale diplomatique monstre à l'époque. Sauf que Yehuda Hiss, un médecin israélien, confirma cette accusation. Oui, en effet, l'armée israélienne prélève les organes sans aucune permission familiale. Sauf que l'armée israélienne ne rend que très rarement les corps des martyrs palestiniens à leurs familles. Sauf que une enquête avait été ouverte par la Cour internationale de justice à ce propos, et même des membres de l'ONU avaient témoigné et confirmé ces dires. Aujourd'hui, vous le savez, règne le chaos en Palestine, à l'heure de la Pâque pharisienne. Aujourd'hui aussi règne le chaos en Haïti, où Israël fut accusé d'ailleurs de trafic d'organes en 2010-2011 lors du tremblement de terre par de nombreuses entités politiques et humanitaires. En Haïti, à l'heure actuelle, le patron se nomme Gilbert Bigiot, par ailleurs consul honoraire d'Israël. Le Canada l'accuse d'avoir financé et armé les gangs haïtiens, ceux qui se déchirent en ce moment même, et d'avoir favorisé toutes sortes de trafics depuis le port qu'il possède, celui de Latifo, au nord de la capitale Port-au-Prince. Ce même Bigiot était lié à Epstein, auquel il aurait acheté une Mercedes, 120 000 $ de mémoire. Bref, terminons là-dessus. Palestine, Haïti, deux territoires soumis à la destruction, deux territoires tenus par les pharisiens. En cette période de Pâques pharisienne, disions-nous, nul besoin de crimes rituels secrets dans les campagnes européennes reculées. La mondialisation via ces réseaux de communication permet les pires abominations, sournoisement. L'image du mammoniste ne s'en trouve plus du tout écornée en fait. Les vengeances populaires anti-pharisiennes sont dorénavant derrière eux. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est. D'arrêter les amis, rendez-vous lundi matin.
quam Deo avus fac saclamum, restur